Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don si vous appréciez mes travaux. Donc là, cette vidéo va être sur la Moldavie et les deux votes qui ont eu lieu. Donc le premier vote, c'est un référendum afin de demander au peuple s'ils veulent que l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne soit inscrite dans la Constitution. Donc on va parler de ce référendum et on va parler aussi de l'élection présidentielle de Maya Sandu, la présidente de la Moldavie, puisque ces deux faits ont eu lieu de manière concomitante. Alors à préciser quand même que normalement c'est interdit qu'il y ait un référendum en même temps qu'une élection présidentielle, puisque le référendum peut influer sur l'élection présidentielle, donc c'est illégal. Sachant cela, Maya Sandu donc, a fait voter une loi exprès afin que pour elle, il puisse y avoir un référendum en même temps que l'élection présidentielle. Alors évidemment, vous allez me dire, mais comment cela se fait-il qu'elle puisse faire cela? Bah oui, puisque s'il y a une loi interdisant en Moldavie qu'il y ait un référendum en même temps que l'élection présidentielle, c'est pour une bonne raison. Alors pourquoi elle a fait ça? Bah parce que ça l'arrange tout simplement et qu'elle peut se le permettre puisqu'elle a une majorité au Parlement, donc elle a fait une loi, vite fait, pour pouvoir passer outre cette interdiction. Alors on va parler de beaucoup de choses, on va parler des interférences étrangères sur le référendum et l'élection présidentielle qui ont été absolument énormes, en fait tellement énormes que maintenant ces institutions-là, à savoir l'Union européenne et les États-Unis, bah, ne s'en cachent même plus. Donc ils ont essayé plus ou moins de le cacher pour les élections en Géorgie. Ils ne s'en sont pas cachés du tout pour les élections américaines à deux reprises avec Trump et Hillary Clinton et ensuite là maintenant Joe Biden non oui Joe Biden Trump qui s'est ensuite changé en Kamala Harris Trump. Donc les ingérences étrangères bah, sont de plus en plus évidentes. Encore une fois, je le répète, ça s'est vu de manière assez grossière avec la Géorgie. Je vous en avais fait une vidéo exprès là-dessus. Mais bon, ils essayaient de le cacher. Par contre, pour la Moldavie, là, ils ont même pu essayer de le cacher. Ils ont fait ça en grand. Et en gros, donc on va voir tout ça en article bien entendu, et on va voir toutes les conséquences que cela a sur la population moldave, bien sûr, et cela va de soi avec tous ces articles. On va voir aussi quelles ont été les influences étrangères, un petit peu plus dans le détail, vous allez voir, c'est croustillant. Donc on va regarder ces articles et après ces articles, ne manquez pas la conclusion. Conclusion très importante. Voilà, commençons. Alors tout d'abord un aperçu géographique pour que vous sachiez où se trouve la Moldavie. Donc vous voyez, la Moldavie est là, elle est prise en sandwich entre la Roumanie et l'Ukraine. Il faut savoir que ce territoire-là, c'est la Transnistrie avec comme capitale Tiraspol. Bon, je le précise parce que là, c'est pas bien indiqué. Donc là, très vite, un petit article de Wikipédia. Donc là, vous voyez le drapeau moldave. Et donc c'est Maya Sandu. On parle le roumain en Moldavie. Et les groupes ethniques, c'est les Moldaves à 82%, les Ukrainiens à 6,5%, les Gagaouzes. Alors les Gagaouzes, c'est parce qu'il y a la Gagouasie qui est indépendante de la Moldavie et qui est au milieu sud à peu près de la Moldavie. C'est un petit territoire qui est un peu comme la Transnistrie, hein, la Gagouasie, sauf que c'est plus officiel que la Gagouasie. Donc des Gagaouzes 4,5%, des Russes 4%, des Bulgares 1,9%, autres 0,85%. Population totale, comme vous pouvez le voir, c'était en 2019, environ 2,7 millions d'habitants.
Voilà, ça vous donne une petite idée du pays. Alors évidemment, à préciser aussi, cela faisait partie de l'Union soviétique avant qu'il y ait la scission en 1991. Toujours Wikipédia, afin qu'on en sache un petit peu plus sur Maya Sandu. Donc Maya Sandu, c'est elle. Donc je vous ai mis en jaune les choses les plus intéressantes, et puis on va finir ensuite sur autre chose, l'élection présidentielle de 2020. Mais bon, d'abord, plus généralement sur elle. Donc elle a été ministre de l'Éducation de 2012 à 2015, présidente du Parti Action Solidarité, le PAS pro-européen, depuis 2016. Elle est battue au second tour de l'élection présidentielle en 2016 par le candidat, alors ils disent pro-russe, mais en fait il n'est pas forcément pro-russe, il veut des bonnes relations avec la Russie, mais il n'est pas pro-russe, mais bon bref, c'est Wikipédia et qui s'appelle Igor Dodon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, ça devient un peu plus croustillant. De 2009 à 2010, c'est-à-dire avant qu'elle devienne présidente du parti PAS, on a de 2009 à 2010, elle était à la John Fitzgerald Kennedy School of Government de l'université de Harvard aux États-Unis, où elle obtient une maîtrise en administration publique. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette école, puisque sur cette école très prestigieuse, donc qui est de l'université de Harvard, il y a beaucoup de gens qui sont passés là. Alors il y a eu 2 présidents mexicains qui sont passés là, voilà, avant le tout dernier que l'on connaît, qui est plutôt anti-États-Unis. Donc 2 présidents mexicains sont passés là. On a Juan Guaido, vous vous souvenez de Juan Guaido, celui qui devait remplacer le président Maduro au Venezuela, Juan Guaido, qui a été poussé par le président Trump quand il était président, où il y a eu un coup d'État absolument énorme de la CIA, coup d'État qui a été fait au su et au vu de tous, et la plupart des pays occidentaux avaient immédiatement reconnu Juan Guaido, qui venait de nulle part. Et bien lui aussi, il a fait partie de cette école. Donc comme vous pouvez le voir, parmi d'autres, je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc beaucoup de ministres, de présidents étrangers, je dis bien étrangers, ont d'abord été dans cette école d'Harvard avant de retourner dans leur pays, afin évidemment de les influencer pour qu'ils deviennent pro-Occident, pro-Union européenne. Donc là, ça vous donne déjà un aperçu de la chose, de l'influence étrangère. Et là, ici, on a, candidate à l'élection présidentielle de 2020, Maya Sandu est de nouveau confrontée au président sortant, Igor Dodon, qui brigue un second mandat. Arrivée à la surprise générale en tête du premier tour le 1er novembre, elle l'emporte largement au second, alors que les sondages prévoyaient des résultats serrés. Le 15 novembre, elle obtient 57,7% des suffrages exprimés et devient la première femme élue de cette fonction. Elle doit ce bon score aux Moldaves vivant à l'étranger, qui se sont beaucoup plus mobilisés qu'en 2016 et qui ont voté en sa faveur à hauteur de 93%. C'est pas possible, hein. Mais bon, bref, l'issue du scrutin est perçue comme une baisse de l'influence russe dans le pays, à laquelle s'ajoute la réputation d'incorruptible de la candidate pro-européenne dont la probité personnelle fait l'objet d'un quasi-consensus, bien entendu, contrairement au président sortant visé par plusieurs accusations de corruption. Donc vous voyez déjà, on a déjà ce schéma typique, c'est-à-dire comme on a connu, pareil nous en France avec Macron, et comme on a connu aux États-Unis avec Joe Biden, l'élection de Joe Biden, tout se fait avec la diaspora étrangère ou les votes par correspondance. Donc tous les votes précédents
de la diaspora moldave, des Moldaves à l'étranger. Tous les précédents votes, ils étaient pas inexistants, mais ils étaient peu présents. Là, maintenant, il y a un énorme vote, c'est-à-dire en quantité absolue, et alors qu'ils votaient plus ou moins pro-russes, entre guillemets, pour des candidats qui voulaient des bonnes relations avec la Russie, là, tout d'un coup, depuis Maria Sandu, là, eh bien, il y a eu beaucoup plus de votes de la diaspora moldave, et là, entièrement pour elle, c'est-à-dire pro-européen, pro-Washington à 93%. C'est absolument incroyable. Bon, maintenant on passe au vote. Donc là, il y a eu le 20 octobre 2024 le référendum constitutionnel moldave. Donc le référendum constitutionnel moldave de 2004 a eu lieu le 20 octobre afin de permettre à la population de la Moldavie de se prononcer sur l'inscription dans la Constitution de l'objectif d'adhésion du pays à l'Union européenne. Donc ça a été fait pour que ça soit inscrit dans la Constitution. Ça veut dire que n'importe quel président qui suivra, s'il veut changer ça, il n'aura qu'une seule solution, c'est de faire un nouveau référendum pour l'enlever de la Constitution. Voilà, je tenais à le préciser. Là, alors c'est Wikipédia, hein, on a pour le gouvernement de Maia Sandu, gouvernement europhile. Donc là, c'est pas caché, c'est extrêmement clair. Et là, qu'est-ce qu'on lit là? La loi électorale ne permet alors pas l'organisation d'un tel scrutin, c'est-à-dire d'avoir un référendum et en même temps le premier tour d'une élection présidentielle. Voilà. Fort de sa majorité parlementaire de 63 députés sur 101, le parti Action Solidarité vote le 28 décembre une modification de la loi le permettant. Voilà, alors déjà, on a un changement de dernière minute des règles électorales par Maia Sandu. Alors évidemment, c'est extrêmement louche en réalité. Là, d'après le Figaro International, on a Moldavie, le non à une adhésion à l'Union européenne en tête, selon des résultats partiels. Ça, c'est le résultat à 22 heures. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a dans un scrutin assombri par des accusations d'ingérence russe. Il y a toujours l'ingérence russe. Hein. Que c'était la même chose avec Hillary Clinton, Trump, c'était une ingérence russe, même si le département de la justice qui a fait une enquête pendant 3 ans a dit qu'il n'y avait pas d'ingérence russe, mais bon, bref. Et pour Biden, Trump, ingérence russe, pareil. Et pour Kamala Harris, Trump, ingérence russe, pareil. Hein. Il y a toujours une ingérence russe. Hein. Bref, rejeté par le Kremlin, les électeurs se sont dit à plus de 55% opposés à l'inscription dans la Constitution de l'objectif européen. Voilà, avec un dépouillement d'environ 70% des bulletins. On verra que ce chiffre est faux, je vais vous montrer les vrais chiffres. Mais bon, à 22 heures, eh bien, 55% ont dit non, c'est-à-dire à la fin des élections, parce que vous doutez bien qu'après 22 heures, il n'y a pas grand monde qui va aller voter, vous vous en doutez bien. Bon, bref, je vais vous montrer les vrais chiffres maintenant. Alors voici un encart officiel du résultat quant au référendum à 22 heures. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'à 22 heures, contrairement à ce que dit le Figaro, il y a 84,81% des bulletins dépouillés pour le référendum sur l'adhésion de la Moldavie à l'UE. Et qu'est-ce qu'on voit dans le résultat? Alors déjà, le fait que le Figaro ait littéralement menti, hein, évidemment pour dire, regardez, il reste encore plein de voix à compter, regardez. En fait, non, 85% des voix avaient déjà été faites, mais bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un écart de 10 points, quoi, de 10%, entre ceux qui veulent aller dans l'Union européenne, donc en gros 45%, et ceux qui rejettent l'Union européenne dans la Constitution, 55%. On a environ 10 points d'écart, 10% d'écart. Vous vous rendez compte un petit peu?
Et vous allez voir la magie de l'ingérence extérieure, ce que ça peut faire. Là, on a les Échos au lendemain du vote. En Moldavie, stupeur et embarras après un référendum sur l'Union européenne. Les Moldaves ont approuvé d'extrême justesse une consultation populaire sur l'adhésion de leur pays à l'Union européenne alors que les sondages prédisaient une victoire confortable pour le oui. Et non, c'est pas pour le oui, c'est pour le non. Vous voyez déjà, petit abus de langage pour tromper les gens. Prédisait une victoire confortable pour le non à l'adhésion de l'Union européenne. La présidente Maya Sandu a dénoncé une attaque sans précédent en provenance de Russie. Vous voyez, c'est comme les démocrates aux États-Unis depuis Hillary Clinton, hein. Donc c'est toujours la même chose. Par contre, on aimerait bien savoir où sont les documents, où sont les preuves, les vidéos qui montrent une ingérence russe. Parce qu'évidemment, il n'y a rien de tout cela. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Des nerfs mis à rude épreuve. Bah oui, puisque normalement, c'était plié. La confiance qui régnait dans les rangs pro-européens est brutalement redescendue sur les coups de 22 heures. Bah oui, parce que ils étaient sûrs qu'avec toutes les magouilles faites par les plus hautes entités occidentales, l'affaire était pliée pour eux. Eh bien non. Et d'ailleurs, le fait que dans les rangs pro-européens, euh, ils avaient cette confiance, cette certitude de gagner, est déjà en soi un aveu de magouille. Parce que dans une population historiquement plus ou moins pro-russe, historiquement, et qui a toujours voté comme ça, à part pour Maya Sandu, qui est une exception, normalement, en aucun cas, ils devaient être confiants en eux-mêmes et connaissant la population moldave. Et là, pourquoi ils étaient confiants? Donc déjà, pour moi, c'est suspect, très suspect même. Et surtout, à 22 heures, hein. Selon les résultats préliminaires de la commission électorale basés sur les bureaux de vote traditionnellement pro-russes, ah là maintenant on a la bonne réponse. Le non était alors loin devant à 58%. Donc après dépouillement final, vous voyez, on atteint les 58%, parce que là c'est plus affiné que les statistiques que je vous ai montrées précédemment, parce que les statistiques que je vous ai montrées précédemment, c'est la veille à 22 heures. Là, c'est le lendemain. Donc, c'est affiné. On a le résultat définitif. On atteint 58%. Donc, en aucun cas, la population moldave, normalement, aurait dû inscrire dans la Constitution l'entrée dans l'UE. Voilà. Le début d'une énorme surprise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au final, à quelques milliers de voix près? Eh bien, ça a été bon pour elle, pour Maria Sandu, à 50,45%. C'est-à-dire à un cheveu près. Oh là 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 là! Quel miracle! Quel miracle! Quelques heures plus tôt, à 1 heure du matin, heure locale, Maya Sandu était apparue devant les journalistes après avoir repoussé 2 fois son allocution, accusant sans le nommer la Russie. La présidente moldave a dénoncé une attaque sans précédent contre la démocratie, évoquant une fraude visant l'achat de 300 000 votes. Donc elle était tellement désappointée que toutes ces magouilles avec l'Union européenne et Washington soient tombées à l'eau, qu'elle allègue l'intervention russe, voilà, pour se prémunir du fait qu'elle avait perdu concernant le référendum de l'Union européenne, pas de son élection. Voilà. Alors maintenant, voilà, l'achat de 300 000 votes. Bon, maintenant, il faut qu'on m'explique comment on peut vraiment acheter des votes. Parce que, bon, en imaginant que j'achète 300 000 votes, parce qu'évidemment, c'est un méchant oligarque russe, hein, à Moscou qu'aurait fait cela, hein. Voilà, aucune preuve, hein, il n'y a absolument aucune preuve qui est donnée par la Moldavie, quoi, par Maya Sandu. C'est balancé comme ça. Et c'est repris tel quel par tous les grands médias européens. Bon, bref, moi on me donne, je sais pas, 1000 euros ou 10 000 euros, peu importe, pour voter oui à l'Union européenne, etc.
qu'est-ce qui m'empêche, une fois que j'ai empoché l'argent, de voter non dans les urnes? Rien ne m'en empêche. Donc ça déjà, ces allégations sont complètement ridicules et absurdes. En plus, la population moldave est une population très fière. Alors je dis pas qu'ils ne sont pas corruptibles, bien sûr. Pour un peu que des Moldaves soient dans la panade au niveau financier, ils peuvent accepter l'argent. Mais encore une fois, je le répète, rien dans l'isoloir peut les faire voter contre leur volonté. Donc ça, c'est ridicule à la base, cette invention-là de fraude. C'est purement inventé comme ça. Et encore une fois, je le répète, c'est absurde. Alors en plus, concernant la Moldavie et ses influences étrangères, j'ai déjà fait une vidéo sur la Moldavie. J'avais fait une vidéo sur la Géorgie et j'avais déjà fait une vidéo sur Maya Sandu et la Moldavie. Donc vous voyez, c'est une vieille histoire en réalité, toutes ces magouilles. Mais attendez, là c'est que le début, hein. Maintenant on va aller un petit peu plus en profondeur. Là je vais vous présenter un court extrait d'une vidéo de François Asselineau qui résume bien cette diaspora moldave à l'étranger. Donc vous allez voir, c'est très très intéressant. Et elle a été élue, alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Mme Moldavie, mais elle a quand même été élue dans des conditions qui ont beaucoup étonné, parce que les sondages avaient annoncé un scrutin très serré entre elle et le candidat principal qui était un pro-russe, enfin présenté comme pro-russe dans la presse occidentale. Et en réalité, à la surprise générale, le résultat des élections 2020 l'a fait ressortir avec 57% des suffrages. Elle a été élue, bien supérieure à ce qui était prévu, et ceci a été expliqué par le vote des Moldaves de l'étranger, ce que j'ai vu dans la presse française, on appelle le vote de la diaspora. Alors là, le même phénomène, en fait, vient de se reproduire. Le même phénomène vient de se reproduire, c'est-à-dire que le premier tour de scrutin, il y a eu, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en Moldavie proprement dite, les gens sont allés voter dans les urnes. Voilà, comme normalement. Mais les Moldaves expatriés, ceux vivant à l'étranger, il y en a qui vivent en France, il y en a beaucoup qui vivent en Allemagne, il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a quelque chose comme 120 000 qui vivent en Allemagne, il y en a quelques 200 000 qui vivent en Italie, et il y en a à peu près 120 000 aussi qui vivent, si j'ai bien compris, en Russie. Eh bien, ceux-là, il y en a aussi qui vivent aux États-Unis, qui vivent dans le monde entier. Ceux-là, ils avaient la faculté de voter. De voter comment? Alors ça, c'est ça qui est intéressant. C'est que, a priori, ils allaient voter dans des urnes à l'étranger. Par exemple, en France, si vous allez sur le site de l'ambassade de Moldavie en France, vous apprendrez qu'il y avait 20 bureaux de vote qui ont été ouverts en France. Mais il y a eu des bureaux de vote en Italie, il y en a eu, je crois, plus. Il y en a eu 26 bureaux de vote en Allemagne. Il y a eu des exceptions. Les exceptions, c'est quoi? C'est les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Norvège et l'Islande, où cette fois-ci, le vote a eu lieu par voie électronique, courrier électronique. Commencez à voir apparaître des points communs avec le litige que j'ai personnellement avec Madame Jeunetet sur le vote par voie électronique. Ça a concerné 4 pays, d'Amérique du Nord, comme je l'ai dit, plus l'Islande et la Norvège. Et puis, il y a eu également une autre exception, c'est la Russie. La Russie, où il y a à peu près 120 000 Moldaves, mais il n'y a eu que 2 bureaux de vote qui ont été ouverts par l'ambassade de Moldavie. Alors c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. C'est comment les Moldaves vivant en Russie ont-ils pu aller voter? Mystère et boule de gomme, ils ne pouvaient pas voter par Internet et ils ne pouvaient pas voter ou peu voter dans les bureaux de vote puisqu'il n'y avait que 2. Je rappelle qu'en France, il y a eu dimanche 20 bureaux de vote qui ont été ouverts en France, dont il y en a 5 ou 6 dans Paris Intramuros. Il y en a eu à Villeneuve-Saint-Georges, où il y a une communauté moldave. Il y en a eu à Lyon, il y en a eu à Toulouse, il y en a eu dans différentes villes de France, où il y a sans doute une communauté moldave. Il y en a eu 20 bureaux, il n'y en a eu que 2 en Russie, alors que la communauté moldave vivante en Russie est supérieure à la communauté moldave vivante en France. Autre anomalie d'ailleurs qui a été pointée, c'est que en Russie, les Moldaves, il y a eu 10 000 bulletins de vote qui ont été envoyés en Russie,
alors qu'il y a à peu près 120 000 votants. Enfin, 120 000 votants potentiels. En revanche, il y a eu à peu près 120 000 bulletins de vote qui ont été envoyés en Allemagne. Donc ça veut dire qu'il y a eu un trucage dans les urnes, dans les bureaux de vote à l'étranger. C'est-à-dire qu'il manquait certainement d'un certain nombre de bulletins de vote. Il y a eu un certain nombre de récriminations qui ont apparu. Je le dis parce que la presse entière ne dit qu'une seule chose, c'est que la Russie a voulu intervenir dans les élections en Moldavie. Mais heureusement, on n'a jamais vu un truc pareil. Alors la Commission européenne a dit que c'était scandaleux, on n'avait jamais vu ça. La présidente sortante, Madame Maia Sandu, a dit que c'était scandaleux, l'ingérence étrangère. Quand même assez drôle. Faut reconnaître qu'il y a quand même une façon de se foutre de la gueule du monde qui est quand même assez extraordinaire. Elle-même qui est un agent américain qui se plaint de l'ingérence étrangère russe. Bon, bref. Parmi les points dont personne ne parle dans les médias français, il y a tous ceux que je viens de vous donner et d'autres encore. Par exemple, en Italie. En Italie, il y avait beaucoup de bureaux de vote. Il y a une communauté assez importante de 200 000 Moldaves. Et moi, je sais, parce que j'ai mes sources d'information, qu'il y a eu des bureaux de vote où il y a eu des choses qui, paraît-il, n'ont pas été claires du tout. C'est même le cas de le dire, puisque à Bologne, on m'a envoyé cette photo que vous allez voir. C'est le bureau de vote à Bologne qui s'est passé dans la pénombre, dans une quasi-obscurité. Il y avait, paraît-il, je sais pas quoi, une panne d'électricité. Enfin, vous voyez, on y allait avec une lampe torche au moment du vote. On entreaperçoit sur cette photo, on entreaperçoit le bureau de vote avec le drapeau moldave devant des urnes. Bon, bref. Ce qui est assez gênant également, c'est que tous ces votes des Moldaves de l'étranger ont été supervisés par le ministère moldave des Affaires étrangères. Exactement comme le vote des Français de l'étranger. Pour ce qui concerne les 11 circonscriptions des Français de l'étranger, vous savez que je me suis présenté dans la 11e, tout ceci a été supervisé par le ministère français des Affaires étrangères qui était juge et partie. Celui qui organise les élections, celui qui les mène et celui qui, en France en particulier, eh bien, dévoile les résultats, notamment les résultats par voie électronique. Alors là, on a eu donc des rumeurs qui ont circulé, comme quoi il y avait eu des gros problèmes. Pas seulement d'ailleurs chez les Moldaves de l'étranger, mais aussi même sur le territoire de Moldavie. Il y a eu, m'a-t-on dit, des fraudes quasiment avérées dans un certain nombre d'endroits à l'est du pays. Il paraît qu'il y avait un certain nombre de zones qui sont peuplées par des Moldaves russophiles, ça existe, et qui, lorsque les gens allaient se rendaient au bureau de vote, il y avait la police du régime moldave tenu par Chisinau qui leur demandait pour qui ils comptaient voter. Et quand ils disaient qu'ils comptaient voter pour l'opposant numéro 2 ou l'opposant numéro 3 à la présidentielle et qu'ils comptaient voter non au référendum, et ils étaient barrés d'entrer dans le bureau de vote. Voilà. Bref, voilà, je vous ai montré ce court extrait de François Asselineau parce que ce qu'il dit est édifiant, et ensuite parce que ça corrobore parfaitement, bien évidemment, toutes les sources que j'ai, parce que évidemment j'ai moi aussi toutes mes sources, c'est corroboré parfaitement. Et dernière raison, c'est parce qu'il l'explique très bien, de manière édifiante et éloquente. Voilà, donc je voulais vous montrer cela. Alors ici, un article de Europorter, qui est un journal européen indépendant. Aide internationale requise. L'opposition moldave dénonce une fraude électorale. C'était au 20 octobre. Hein. Une lettre ouverte, rédigée par des hommes politiques représentant un large spectre de l'opposition en Moldavie, a été envoyée aux institutions internationales, dénonçant les graves manquements commis par le gouvernement actuel de Moldavie, c'est-à-dire de Maia Sandu, pendant la période électorale. L'opposition appelle les institutions internationales à rétablir l'état de droit en République de Moldavie. La lettre ouverte qualifie le gouvernement actuel de dictature inimaginable. En outre, elle lance un appel aux institutions internationales pour qu'elles contribuent à rétablir les valeurs démocratiques. Dans une déclaration de 2 pages signée par de nombreux politiciens de l'opposition, l'opposition dénonce de multiples violations de la conduite électorale commises par l'administration Sandu PAS lors du processus électoral pour les élections présidentielles et le référendum sur l'Union européenne, bien sûr. La lettre accuse l'actuelle présidente Maia Sandu et son parti PAS de dominer tous les domaines de la vie sociale, économique et politique de manière autoritaire.
Les auteurs affirment que Sandou, les membres de son parti et les bureaucrates ont utilisé des récits faux et trompeurs sur la soi-disant propagande orientale, c'est-à-dire russe, pour faire taire les partis d'opposition et que toutes les institutions de l'État capturées ont lancé une attaque sans précédent contre tous ceux qui ont une opinion différente et contre tous les opposants politiques. Alors la traduction n'est pas parfaite parce que c'est traduit du roumain en français. Alors là, la lettre elle est adressée à beaucoup de gens. Là, Gutiérrez, secrétaire général de l'ONU, président du Parlement européen, etc., etc., etc. Tous sont informés de l'éviction forcée de plusieurs opposants au régime actuel de la scène politique. Carrément des évictions forcées, c'est-à-dire qu'on les a forcés à enlever leur candidature, notamment des partis Chor et Chance. Le premier a été déclaré inconstitutionnel, tandis que le second s'est vu interdire de participer aux élections locales, puis à la campagne présidentielle et au référendum. Les recours juridiques pour interdire ces partis politiques et ces hommes politiques sont en cours. Alors ça, c'était le 20 octobre. Au final, le Parlement a décidé que la décision de Maia Sandu d'interdire, de bannir le parti politique Chor et Chance, c'est-à-dire les deux plus grands partis d'opposition contre elle les avait bannis. Et bien là, 4 jours plus tard, le Parlement a finalement décidé que c'était inconstitutionnel, qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Mais bon, en attendant, ils en ont subi des conséquences. Les représentants de l'opposition affirment que la persécution et le harcèlement des individus gênants ont été l'arme principale du gouvernement actuel de Chisinau, c'est la capitale de Moldavie, dans le but d'éliminer tout concurrent politique et d'assurer la victoire par la fraude le 20 octobre. Les politiciens de l'opposition ont également accusé la commission électorale centrale d'être devenue hautement politisée en raison de la nomination de 6 membres par le parti au pouvoir de Sandu, le PAS. Devenu un instrument de la lutte du gouvernement contre l'opposition, la commission électorale centrale, CEC, a refusé d'enregistrer un bloc électoral et plusieurs candidats indépendants, pourquoi pas carrément. De plus, elle a interdit ou retardé l'ouverture de comptes bancaires pour les candidats gênants. La liste des abus est complétée par l'utilisation par Maia Sandu et le PAS de toutes les ressources administratives possibles pour mener une campagne électorale. Le PAS utilise massivement des millions de lei, c'est la monnaie locale, de fonds budgétaires pour financer sa propre campagne. Ils ont modifié la loi pour l'adapter à leurs besoins. Tiens, c'est exactement ce qu'ils ont fait pour modifier la loi, pour faire un référendum en même temps qu'une élection présidentielle, chose qui est normalement illégale. Alors que le financement est interdit aux autres opposants, indique la lettre. L'opposition a également énuméré d'autres abus comme la corruption des électeurs, en accordant des allocations uniques aux retraités quelques jours avant les élections, l'incitation à la haine et à la discrimination, le refus abusif de diffuser les publicités électorales de l'opposition et la promotion intense de Maia Sandu à la télévision, y compris sur la chaîne publique, tout en dénigrant les opposants. L'implication des autorités policières dans le processus électoral a également été condamnée, notamment l'empêchement des réunions avec les électeurs, la détention abusive de militants, la confiscation illégale de matériel électoral et le blocage de l'impression et de la distribution du matériel électoral, entre autres actions. Eh ben dis donc, on va pas tout lire, je vous rassure. Il a également été souligné que les opposants politiques au régime sont constamment surveillés par les services de sécurité et que les donateurs qui ont effectué des transferts aux partis d'opposition sont persécutés. Un autre abus flagrant est la discrimination envers les citoyens vivant à l'étranger. Seuls 2 bureaux de vote ont été ouverts pour plus d'un demi-million d'électeurs en Russie. Donc là, vous voyez, c'est pas 120 000 comme le disait Asselineau, mais 500 000 électeurs en Russie en réalité.
alors que le nombre de bureaux de vote pour ceux vivant à l'étranger s'élève à plusieurs dizaines pour les autres pays hors Russie. Voilà. La plainte déposée contre les violations commises par le PAS et Maya Sandu sont ignorées par la CEC, tandis que d'autres candidats aux élections sont sévèrement sanctionnés pour des violations mineures, c'est-à-dire faisant partie de l'opposition. Donc vous voyez un petit peu, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est une lettre qui a été faite par les partis d'opposition qui se sont ligués et envoyé leur lettre à tous ces représentants de l'Union européenne afin de les alerter, quoi. Donc c'est absolument terrible, terrible. Et en plus, Maya Sandu, qui, alors qu'elle était inquiétée, elle était sûre de la victoire, parce qu'elle était sûre que la fraude électorale allait se passer sans problème, elle a eu des sueurs froides à 22h, et à partir d'1h du matin, elle a dit qu'il y avait une ingérence russe quand elle a vu qu'elle allait perdre. Vous voyez? Mais bon, c'était sans compter évidemment la fraude de dernière minute, c'est-à-dire les votes qui apparaissent comme ça par correspondance et électronique. Voilà. Et elle a gagné d'un cheveu, pour l'Union européenne, je parle, elle a gagné d'un cheveu malgré toutes les fraudes qu'elle a commises, elle, avec Washington et l'Union européenne. Parce que là, c'est pas fini, j'ai pas fini là, toute la fraude côté occidental, j'ai pas fini. Vous allez voir ça. Alors là, un article de TV5 Monde pour vous montrer toute l'importance de la Moldavie concernant l'Occident. Donc ça date du 1er juin 2023. Que lit-on? Le choix de tenir cette deuxième réunion officielle en Moldavie à quelques kilomètres de la frontière russe est une marque de soutien à ce pays qui se sent menacé par la Russie et qui souhaite rejoindre l'Union. Ah bon, elle se sent menacée par la Russie? Pourquoi? Comment? Quelles preuves? Qu'est-ce qui nous montre qu'elle est menacée par la Russie? C'est comme la Finlande et la Suède qui tout d'un coup se sentent menacées par la Russie. Ah, mais pourquoi? Comment? Pour quelle raison? Quelle motivation? On ne sait pas, mais ils se sentent menacés. Là, c'est la même chose. Donc, on va regarder ça en images. C'est très parlant. Comme un symbole, Volodymyr Zelensky est le premier chef d'État à fouler le tapis rouge du CPE, deuxième sommet de la communauté politique européenne. Le président ukrainien est accueilli par son homologue moldave au château de Mimi, près de la région séparatiste de Transnistrie, soutenue par la Russie. Notre décision de tenir ici aujourd'hui le second sommet de la communauté... Bref, voilà. Le premier à venir, c'est Zelensky en Moldavie, comme par hasard. Bah oui, parce que Zelensky, Maya Sandu, même destin, c'est la même chose. C'est comme la présidente de Géorgie, qui n'a qu'un pouvoir plus ou moins honorifique. C'est pareil, la présidente de Géorgie, qui est une Française, elle a été élue, entre guillemets, grâce à l'Occident qui l'a fait élire en Géorgie. Personne ne la connaissait en Géorgie, personne n'allait voter pour elle. Elle venait comme un cheveu sur la soupe. C'était l'ambassadrice de France en Géorgie et qui tout d'un coup devient présidente de la Géorgie du jour au lendemain. Donc voilà, donc entre la présidente de la Géorgie, Maya Sandu et Zelensky, même combat. Alors là, je vais vous donner que 2 exemples de financement. Je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est absolument extraordinaire. Je ne prends que les 2 derniers. Et on parle de la Moldavie, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc là, on a l'Europe qui donne 2,5 millions d'euros pour renforcer la résilience et la sécurité du réseau de transport de l'Union européenne. 2,5 milliards d'euros, vous imaginez un peu? Ça, c'était au 25 septembre. Je vous passe les centaines de millions qui ont été donnés régulièrement à la Moldavie pour X raisons, etc. Par contre, à chaque fois que je vois à quoi servent les donations, c'est jamais directement pour le peuple moldave, pour améliorer leur retraite, pour améliorer les infrastructures énergétiques,
pour améliorer les passoires thermiques, par exemple, parce que ça pullule en Moldavie. Je rappelle que la Moldavie, c'est le pays le plus pauvre d'Europe, la Moldavie, hein. C'est extrêmement pauvre. Mais bon, bref, 2,5 milliards. Et encore une fois, je vous donne que 2 exemples parmi beaucoup d'autres. Et là, on a l'Union européenne qui donne, le 10 octobre 2024, 1,8 milliard d'euros pour soutenir la croissance économique de la Moldavie sur sa voie vers l'Union européenne. Sur sa voie vers l'Union européenne. Vous voyez où je veux en venir, pourquoi je vous ai donné ces 2 derniers exemples, parmi tant d'autres, hein, je n'allais pas tous vous les citer. Bah, en gros, c'est un peu du chantage, c'est-à-dire on te donne beaucoup d'argent à toi, Maia Sandu, et tu fais ce qu'il faut pour que la Moldavie soit parfaitement servile vis-à-vis de l'Union européenne et de Washington, parce que l'un ne va pas sans l'autre, parce que comme on va le voir après, il y a Washington derrière, bien entendu, et on va voir ça ensemble. Alors, pour ne parler que des plus grosses institutions qui sont en fait des filiales de la CIA, on a le très célèbre USAID. Hein. Je ne vais parler que des plus gros, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Alors, USAID, bien évidemment, pour la Moldavie. Donc là, on vous présente une belle image. Et on peut lire « USAID s'associe au gouvernement de la Moldavie et à son peuple pour aider le pays à progresser sur la voie de l'autonomie. L'objectif de l'USAID est de contribuer à la construction d'une République de Moldavie européenne, compétitive et démocratique, qui résiste aux influences malveillantes, c'est-à-dire à la Russie, c'est même pas caché, tout en étant propulsée par une population engagée et des partenariats catalyseurs avec le secteur privé. Et oui, il faut nationaliser à fond pour que plus rien n'appartienne à l'État, mais à des conglomérats privés, des multinationales, bien entendu, exactement comme en Ukraine. Afin de soutenir la promotion de la démocratie participative en Moldavie, USAID se concentre sur l'assistance directe aux institutions publiques afin de catalyser l'engagement des citoyens dans leur communauté et de stimuler la demande d'une gouvernance responsable et des institutions démocratiques plus fortes. C'est toujours la même chose, hein. Toujours là, la démocratie. Alors, en fait, traduction pour rendre le pays plus vassal vis-à-vis de l'Union européenne et des États-Unis. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'en gros, si le pays met un genou à terre devant la Commission européenne et Washington, tout va bien. Sinon, gare à vous, bien évidemment. Alors, on a bien évidemment le National Endowment for Democracy, qui est la plus grosse filiale d'influence extérieure des États-Unis et plus précisément de la CIA. Le NED a été créé en 1983 par Ronald Reagan afin que justement la CIA ne soit pas prise la main dans le sac, mais qu'il y ait un équivalent d'influence extérieure qui soit beaucoup plus furtif, beaucoup plus discret, et c'est le NED qu'on emploie pour faire des manifestations, faire des coups d'État, etc., etc. C'est le NED. Et là, qu'est-ce que nous dit le NED? Après les élections en Moldavie, les bénéficiaires de la NED continuent de lutter contre l'influence russe. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Ça date de 2020. Hein. Vous voyez? Donc la CIA travaille très dur. Et on a bien évidemment l'Open Society de George Soros, hein, qui fait partie des sphères d'influence de la CIA, puisque évidemment il marche main dans la main comme bien d'autres institutions qu'on ne peut pas tous citer parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais déjà je vous ai montré les principales entités d'influence en Moldavie, qu'on retrouve de toute manière en Roumanie, en Géorgie, en Ukraine, hein, avant la guerre. Donc c'est toujours la même chose et toujours le même schéma de Washington pour mettre la main sur un pays afin que tout doucement il bascule
vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Union européenne, puisque là on parle de l'Europe. Alors que peut-on dire en conclusion, sachant tout cela? Eh bien, ce qui saute aux yeux, tout d'abord, c'est la similitude entre l'élection présidentielle américaine Biden-Trump et là, l'élection, entre guillemets, pour le référendum pour entrer dans la constitution moldave, donc ce référendum pour que la Moldavie se rapproche de l'Union européenne et que ça soit marqué dans la constitution, eh bien là c'est très étonnant la similitude, car souvenez-vous, Joe Biden était largement perdant face à Trump au niveau de l'élection présidentielle, vers 22h30, 23h à peu près, et entre 1h et 6h du matin, une avalanche de votes par correspondance tombe, et plus de 83% des électeurs américains avaient voté dans les bulletins de vote pour Joe Biden. Donc il y a une avalanche de bulletins de vote qui tombent par correspondance entre 1h et 6h du matin aux États-Unis, et plus de 83% des votes sont pour Joe Biden. Évidemment, statistiquement, c'est impossible. D'ailleurs, des statisticiens spécialistes des élections présidentielles ont sous serment, je dis bien sous serment, dans plusieurs États, sous serment, on dit que c'était impossible statistiquement. Bon, c'est remonté à la Cour suprême, et la Cour suprême n'a pas voulu voir leur déposition. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc on a tout d'un coup Joe Biden qui gagne alors qu'il était largement perdant si on prenait que les scrutins dans les bureaux de vote. Et là il s'est passé la même chose en Moldavie pour le référendum, c'est-à-dire si on prenait que les bulletins de vote dans les bureaux de vote, avec isoloir, eh bien le non au référendum, l'inscription au référendum dans la Constitution que la Moldavie doit être dans l'Union européenne, le non l'avait remporté à plus de 10 points, environ 10 points d'avance. Et les sondages des gens disaient largement, très largement, que la majorité des Moldaves ne voulaient pas entrer dans l'Union européenne. Donc on était mal parti. Étonnamment d'ailleurs, petite anecdote que je vous ai lue dans la vidéo, c'est que pourtant le parti de Maia Sandu, malgré les sondages, eux étaient très confiants. Ils étaient très confiants. Et tout d'un coup, à 22h04 exactement, panique. Et bien en fin de compte, il y a 10 points d'écart, les Moldaves n'en voulaient pas. Et entre 1h et 7h du matin, une avalanche de votes par correspondance arrive, bien plus en réalité que la normale, de ce qu'ils ont comme votants. Donc ça veut dire que là, alors c'est vote par correspondance de l'étranger, hein, attention, de l'étranger, hein, des autres pays du monde. Hein. Et là, cette diaspora, tout d'un coup, là, s'est mobilisée comme jamais, alors que les précédentes, tous les votes qui ont été faits en Moldavie précédemment, il y avait moins de mobilisation. Mais en plus de ça, 90% des bulletins de vote étaient pour Maia Sandu. Une impossibilité statistique, bien évidemment. Mais c'est quand même passé. Parce que comment prouver le contraire? Voilà. Vous voyez, on ne peut pas prouver le contraire, même si statistiquement c'est impossible. Donc vous voyez la chose. Alors je dis bien statistiquement, je ne dis pas que dans l'absolu ça soit impossible, mais statistiquement c'est pas possible parce que c'est comme les prévisions météorologiques sur 20 ans. Il suffit de voir comment votait la diaspora moldave dans les années précédentes, les précédentes élections, pour voir à peu près comment ils votent, en moyenne. Alors, il peut y avoir des petits écarts, ils auraient pu voter, aller à 70% au maximum pour Maia Sandu, mais non, parce que d'habitude, quand la diaspora vote, elle vote pas pour l'Union européenne ou Washington, ou pour les mouvements woke ou LGBT. Voilà, même si c'est vrai qu'elle est moins russophone, entre guillemets, plus traditionnelle, moins traditionnelle que ceux qui habitent dans le pays. Hein, c'est souvent ceux qui partent de la Moldavie,
ils sont moins traditionnels, un peu moins tout du moins. Mais bon, bref, c'était pas possible statistiquement et pourtant c'est arrivé. Donc exactement comme l'élection Biden-Trump. Donc c'est très 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 troublant. Très troublant. Alors évidemment, quand on voit les statistiques, et je vais vous les montrer tout de suite, je vais vous faire une comparaison entre les statistiques américaines et moldaves, ça va plus vous sauter aux yeux. Je vous montre ça tout de suite avant de reprendre. Alors là, deux exemples. Là, on a l'État du Wisconsin et l'État du Michigan lors de l'élection Biden-Trump. Et là, vous voyez que le vote républicain, là c'est à minuit, et là vous voyez à 6 heures du matin. Donc vous voyez que de minuit à environ 5 heures du matin juste avant, vous voyez que là, Trump est largement en avance. Et là, vous voyez les votes Biden. Et là, regardez à 5h40 à peu près du matin, tout d'un coup un pic, hop, et là, Biden a eu le Wisconsin. Voilà, tout d'un coup, comme ça. Et là, c'est pareil dans le Michigan. Là, vous voyez à 6h10 du matin, à peu près, et bien tout d'un coup, on a un pic. Voilà, bing, voilà. Et ça, c'est les votes par correspondance qui tout d'un coup arrivent massivement et qui votent, comme je vous l'ai dit, à entre au minimum à 83, voire même à 89% dans le Wisconsin. Voilà, parce qu'après, ça dépend des États, hein, bien sûr. Mais c'est dans les autres États, voilà, c'était entre 83 et 90%. Tout d'un coup, dans les États, les swing states, c'est-à-dire les 6 États qui font vraiment la différence. Eh bien, on a eu un vote non seulement massif, dans le nombre de votes même, mais en plus, on est allé en moyenne à 85% pro Joe Biden. Donc c'est impossible statistiquement. Voilà, donc ça c'était intéressant à voir. Et là vous vous souvenez, à 22 heures, donc en gros 85% des bulletins ont été dépouillés et le non au référendum, c'est-à-dire à l'inscription de la Moldavie dans la Constitution pour l'adhésion à l'Union européenne, a dit non à 54, quoi, 55%. Donc 10 points d'écart, alors que ceux qui voulaient entrer dans l'Union européenne, 45%. 10 points d'écart. Donc ça, c'est à 22 heures. Et là, regardez maintenant, là, c'est la BBC qui nous donne les derniers résultats. Et ça, c'était vers 7 heures du matin. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le oui à 50,4% et le non à 49,5%. Donc il y a presque rien d'écart, mais vous voyez le changement entre à 22 heures et à 6 heures, 7 heures du matin. Vous voyez le changement. Voilà. Et tout ça, c'est grâce au vote par correspondance de la diaspora moldave à l'étranger. Bref, vous avez compris, il y a eu une ingérence absolument terrible de l'Union européenne et de Washington, et ils ne s'en cachent pas, hein, puisqu'ils le font à coups de milliards. On a Van der Leyen qui est venu plusieurs fois voir Maya Sandu, on a Anthony Blinken qui est venu voir Maya Sandu aussi à plusieurs reprises. Donc elle a vu tous les plus grands de ce monde qui tout d'un coup s'intéressent à ce petit pays de rien. Mais ce petit pays qui est en fait extrêmement important pour l'Occident, puisque c'est un pays qui pourrait basculer dans leur camp et donc travailler contre la Russie. Donc c'est exactement la même chose qu'avec la Géorgie, qu'avec l'Ukraine, qu'avec la Finlande, la Suède. Tous ceux qui sont autour de la Russie doivent être contre la Russie. Et ça a démarré depuis 1991, depuis la chute de l'Union soviétique. Les États-Unis, Washington, puisque c'est Washington d'où vient tout cela, hein, n'oublions pas que Washington a toujours voulu entourer la Russie d'ennemis. Ça a toujours été le but des États-Unis depuis 1991. Et on peut dire que globalement, les États-Unis ont parfaitement réussi leur coup. Bref, je le répète, Géorgie, Roumanie, Moldavie, Suède, Finlande, etc. Bref, même combat.
Et sauf que là, en Géorgie, en Moldavie, bah, c'est deux pays qu'on est en train de bien regarder, de bien surveiller, parce que le changement est en cours. Alors on va voir si vraiment Washington va arriver à ses fins jusqu'au bout. Bon, il y a de fortes chances, hein, bien entendu. Là, Maya Sandu, elle a un deuxième tour pour l'élection présidentielle. Alors évidemment, là, l'opposition va se liguer contre elle. Et normalement, en théorie, il devrait largement gagner contre elle, s'il se liguait vraiment, en théorie. Mais avec les magouilles électorales tellement gigantesques qu'il y a en Moldavie, il y a peu de chances qu'elle ne soit pas réélue pour son second mandat. Même si tout le monde se ligue contre elle en Moldavie. Et oui, grâce aux entités que vous connaissez, USAID, NED, National Endowment for Democracy, l'Open Society, UK Aid, j'en passe plein, je ne vais pas tous vous les citer, Human Rights Watch, etc., etc. Bon, bref, toutes les filiales de la CIA sont là pour aider Maya Sandu, qui d'ailleurs a été élevée, entre guillemets, je plaisante, hein, justement pour être présidente de la Moldavie aux ordres de Washington. C'est pour ça qu'elle a été à l'université de Harvard, dans la John Fitzgerald Kennedy School for Governance, c'est-à-dire pour gouverner, exactement comme Juan Guaido au Venezuela et au moins deux présidents mexicains précédemment, il y a quelques temps. Bon, bref, tout ça est très triste, mais pas du tout surprenant. En fin de compte, bon ben voilà, et on a les grands médias occidentaux qui reprennent les dires en chœur, bien évidemment, de Maya Sandu, comme quoi il y a une ingérence russe en Moldavie. C'est une inversion accusatoire qui est tellement énorme, c'est d'un culot tellement incroyable que c'est les bras m'en tombent en réalité. Les bras m'en tombent, l'inversion accusatoire est terrible. C'est comme un enfant pris la main dans le pot de confiture et qui dit non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est absolument terrible. C'est pathétique, mais en attendant, bah, ça fonctionne, puisque les médias occidentaux travaillent à cela aussi, hein. Il n'y a pas que Washington, la Commission européenne, le Parlement européen, non, il n'y a pas que ces entités-là. N'oublions pas les médias qui participent activement et qui travaillent évidemment pour toutes ces entités déjà citées. Bref, je m'arrête là parce que je commence à être trop long. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, si vous appréciez mon travail bien sûr. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.